coup, moi, je m'appelle Priscilla, je travaille au réseau Tiers en Grand Est, je suis chargée de communication et de mobilisation du réseau. Donc, je suis notamment en charge de l'organisation des rencontres départementales, régionales, mais aussi des webinaires comme celui-ci aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Julie Marchand, que je laisserai se présenter juste après, et de Tommy Laszlo, je sais pas envie de mal dire, je suis désolée. Euh, du coup, juste avant de vous laisser vous présenter, je voulais vous dire deux, trois mots sur le réseau Tiers-Leu en Grand Est. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est une association collégiale créée en 2021. Nos grandes missions, c'est de fédérer, animer et défendre les tiers-lieux du Grand Est. En 2024, on comptait 93 adhérents et on est bientôt à ce nombre-là aussi cette année. Ces adhérents, c'est des tiers-lieux, mais pas que. C'est aussi des porteurs de projets, des structures, des partenaires, comme par exemple, si vous êtes de Moselle, Le Filon, qui est une fabrique à projets, ils font partie de nos adhérents. Comme vous le disiez un peu par rapport à mon poste, du coup, le réseau, c'est des événements toute l'année virtuels, des visios d'information collectives, des webinaires comme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Des ateliers Codef, on fait aussi en virtuel, mais aussi en physique. On fait des rencontres régionales, départementales, mais aussi thématiques, euh, qu'on nomme tiers le tour. On a aussi des parcours d'accompagnement et pour les porteurs de projets, mais aussi les tiers-lieux déjà en activité. Et puis on porte la formation piloter un tiers-lieu. Donc voilà, si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, vous pourrez aller visiter notre site internet ce soir, quand vous voulez. Ça ne me regarde pas. Et puis je vous ai listé en dessous nos partenaires et financeurs, donc l'État via l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, la région Grand Est et la Banque des territoires. Du coup, maintenant, je laisse Julie et Tommy se présenter. Donc, je démarre. Bonjour tout le monde. Donc, Julie Marchand. Alors, moi, j'avais prévu une petite diapo de présentation dans mon propos, mais si tu veux l'afficher, tu peux le mettre, Priscilla. Je ne sais pas si tu l'as dans la suite ou pas de ton diaporama. Sinon, je partage le mien. Hop, voilà, super, nickel. Donc oui, moi, ça fait maintenant bientôt 20 ans que je suis dans le secteur du patrimoine. Alors plutôt au départ, médiation culturelle, patrimoine, interprétation. Et puis dans un deuxième temps, suite à une thèse de doctorat, je me suis spécialisée sur les protections du patrimoine et le domaine juridique. Et donc j'ai effectivement trois domaines d'expertise qui sont l'histoire de l'architecture, la sociologie des organisations, puisque j'ai fait ma thèse en sociologie et le droit du patrimoine qui joint les deux, puisque mon idée, c'est de savoir, enfin, mon approche en tout cas, c'est d'expliquer aux gens où ils habitent, d'expliquer en fait un peu comment s'organise, quel est leur cadre de vie, comment il a été conçu, comment la ville ou le village effectivement s'est développé, dans lequel ils vivent, le bâti aussi dans lequel ils habitent plus précisément, et à la fois l'histoire de vie de ce bâtiment, et puis du coup son histoire humaine aussi, on va en reparler dans le cadre de ce webinaire. Et puis le travail aussi qui mène à plus un aspect réglementaire, c'est-à-dire comment on accompagne la transformation de ces biens, qui sont aujourd'hui des biens en tension, parce qu'on sait que suite à la transition écologique, notamment, on va être amené à transformer du bien ancien. Et donc, c'est amener ces biens-là à être transformés dans les règles de l'art. Et pour ça, effectivement, il faut savoir comment ils sont construits, d'un point de vue architecture, mais également technique de construction. Et puis savoir quel type de travaux on a le droit de faire ou non, si on est sur un patrimoine protégé ou non. Voilà. Donc c'est essentiellement ça mon métier. J'ai créé mon agence Connexence qui est donc en 2018 à Montpellier, qui est hébergée dans une coopérative d'activité et d'emploi. Donc je travaille aussi dans ce cadre-là comme accompagnatrice tiers-lieu sur la faisabilité pour la NCT, sur la faisabilité de tiers-lieux en émergence. Et on a créé un collectif, du coup, pour répondre notamment au marché de la NCT, mais pas que, sur toutes ces dynamiques de territoire, qui s'appelle Territoire Essence, qui a été créé en 2020. Voilà, toujours à Montpellier. J'ai dit. Merci. Tommy, tu peux enchaîner. Oui, bonjour. Donc, je suis Tommy Laszlo. Je co-dirige avec Benoît Fèvre depuis 2007 la compagnie La Bande Passante. Donc, c'est une compagnie de création documentaire et de théâtre et d'objets documentaires. On a pour but de créer effectivement des spectacles et des expositions et aussi des projets de territoire, en lien avec les associations avec lesquelles on travaille. Et depuis maintenant, donc 2007, on a aussi une activité qu'on veut pérenniser et qu'on veut développer par différents types de fonctionnalités, notamment
des objets connexes et des projets qu'on peut aussi développer de manière matérielle et immatérielle. Je vais y revenir tout à l'heure. Voilà. Et donc, on va présenter l'un des projets de territoire qu'on a développé avec Seine et Territoire. Merci beaucoup. Et bah, pardon, j'ai pas pensé à te présenter. Pas de souci. Je suis à côté de Priscilla. Moi, je suis la directrice du réseau Tiers Grand Est. Et puis bah, merci à vous de vous être connectés cet après-midi, cette fin d'après-midi. Bah, je laisse la parole du coup à Julie qui va commencer par présenter Connaissance et Territoire Essence. Je te laisse partager ton écran comme ça tu vas à ton rythme. Et n'hésitez pas, alors à l'issue des deux présentations, et Alexandre qui nous rejoint du briquet, on fera une petite session de questions-réponses. Alors n'hésitez pas à soit de les écrire au fil de l'eau, comme ça je les noterai et on remontera au fur et à mesure. C'est parti, Julie. Pardon. On est parti pour 20 minutes, c'est ça que tu me donnes? On est bien d'accord sur le timing? C'est OK? OK, ça marche. Donc, alors du coup, je vais aller très vite sur la présentation parce que je viens déjà de me présenter. On économise ça. Alors moi, ce que je voulais, c'était vous partager, peut-être avant de vous montrer ça, vous partager en fait des expériences, puisque effectivement, dans le cadre du collectif Territoire Essence, donc j'ai eu la chance de croiser plusieurs entrepreneurs qui accompagnent des collectifs, qui accompagnent de l'habitat participatif, qui accompagnent des tiers-lieux, qui accompagnent des dynamiques de territoire d'une façon générale, PLU en particulier, notamment sur le volet concertation citoyenne, donc pour les plans locaux d'urbanisme. Et en fait, ces personnes-là pratiquent la concertation. Donc moi-même, je me suis formée à l'issue de plusieurs expériences diverses et variées. Et puis du coup, j'ai suivi une formation de l'ISOD sur l'ingénierie de la concertation. Et en partant de là, en fait, petit à petit, je me suis acculturée à ce qu'on appelle l'assistance à maîtrise d'usage, qui est une démarche effectivement où on associe les usagers euh, au moment où on le souhaite du projet. Et l'objectif étant de faire en sorte de... Alors, si on l'associe dès le départ, on va collecter les besoins des usagers sur un bâtiment qu'on va construire ou réhabiliter. Si on les associe en phase de programmation, eh ben, on va définir un cahier des charges vraiment précisément avec les usagers. Si on les associe en phase de conception, c'est-à-dire de construction d'un bâtiment, bah là, on va travailler sur plan et dire, bah, en fait, cette pièce-là, elle va pas là, cette pièce-là, elle va là. C'est plus simple pour nous d'aller dans tel couloir et passant par telle porte, etc. Donc, on peut aller dans du très précis. Ça peut être aussi de l'accompagnement au niveau du choix des matériaux jusqu'au chantier, en passant par la livraison, c'est-à-dire le moment où on vit dans le bâtiment et faire des ajustements au coup par coup en fonction du vécu. L'assistance à maîtrise d'usage, du coup, j'y ai touché par ce biais-là grâce à plusieurs collègues donc, de l'équipe Territoire Essence. Et on a, alors je vais vous parler de deux cas de figure qu'on a menés ensemble et qu'on a fait en fait, que moi j'ai fait muter sous un autre format que j'ai appelé l'assistance à mémoire d'usage. L'idée étant en fait de questionner les usages précédents des bâtis et d'aller du coup au-delà de du simple fonctionnement ou des simples fonctionnalités du lieu dans l'avenir, mais aussi traiter leur passé. Et donc là, en l'occurrence, donc en premier cas de figure, c'était donc pas un tiers-lieu, mais potentiellement ça pouvait en être un, puisque c'était une commande publique, dans le cadre d'un marché public. On a répondu avec une équipe de programmation. Et là, le programmiste, en fait, récupère donc le sujet qui est l'usine Ricard, qui est basée à Bessan. Alors, il faut savoir que l'usine Ricard, c'est le centre névralgique du pastis Ricard pendant presque 50 ans. C'est là où l'anétole, la base du pastis, est fabriquée à partir des produits qui viennent de différents pays du monde. Tout arrive à Bessan, est traité à Bessan, l'anétole est fabriquée et repart dans le monde entier depuis Bessan. Donc c'est un peu leur centre du monde. Et cette usine fonctionne pendant 50 ans. Et au bout de 50 ans, ben, Ricard décide de déménager à Thuir, cette usine-là. Donc libère tout un espace vaste de plusieurs hectares, juste accolé au centre-ville. Mais vraiment, donc on est sur une ville de un peu plus de 10 000 habitants, qui s'est développée essentiellement autour de l'usine. C'est-à-dire qu'on a le petit cœur médiéval, et autour, vous avez l'usine qui prend un grand croissant, et encore autour, une étendue de lotissements à perte de vue, qui sont en fait les anciens ouvriers de l'usine. Et la commande publique était de dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait de l'usine? Donc, on a accompagné le programmiste sur le volet concertation. Et notre objet, en fait, a été d'abord de récolter les besoins du territoire.
Donc, on a fait une concertation classique en AMU pour savoir quels sont vos besoins, qu'est-ce qui manque sur le territoire, d'abord en entretien, puis en atelier. Et puis là, problématique, l'élu décide de ne plus consulter la population parce que ce qui sort ne lui plaît pas. Donc là, moi, j'ai pris l'effet retour. Je me suis dit, il faut qu'on arrive à placer quand même les jours qu'on avait vendus. Et on réfléchit en se disant, mais en fait, cette usine, elle a une âme. Tous les entretiens qu'on a menés, les gens nous ont quand même parlé de témoignages assez vibrants de comment ils vivaient à l'usine. Il faut qu'on aille collecter ça, au moins auprès des habitants, même si le projet n'est plus le projet de tiers-lieu qu'on envisageait au départ, même si le projet n'est plus, devient le centre culturel tel que Monsieur le maire le souhaite, eh ben, peut-être qu'on peut travailler sur la mémoire des lieux. Et c'est comme ça qu'est née l'assistance à maîtrise, à mémoire d'usage, du coup, puisque du coup, j'ai contacté le groupe Pernod Ricard, à qui j'ai demandé l'ensemble des archives qu'ils avaient sur leur usine. Donc, on a fait tout un travail de collecte préalable de mémoire, notamment photographique, pour les utiliser en photolangage en atelier. On a récupéré les plans de l'usine, on a récupéré aussi les témoignages divers et variés de certains ouvriers qui ne pouvaient pas se déplacer parce que trop âgés et à la retraite. Et puis, on a fait venir tous les ouvriers volontaires qui voulaient venir en atelier de concertation. Et là, ça a été un temps alors, de psychologie collective, ou appelez ça comme vous voulez, mais on est tous sortis en larmes, animateurs comme, comme les personnes qui étaient là, parce qu'en fait, c'était une évocation de souvenirs en collectif. On l'a amené donc d'abord avec du photolangage, donc vous avez l'atelier photo là, en photo en haut à droite de l'image, où en fait ils se sont rappelés des souvenirs à partir des photos, divers événements que Ricard organisait. Alors il faut savoir que Ricard, c'est une famille. C'est un groupe, avant d'être le groupe Pernod Ricard, Paul Ricard, pardon, était comment dire, et venait à Bessan régulièrement, venait arroser à la fête de l'âne l'ensemble de ses salariés de pastis. Il y a des souvenirs du type des ouvriers qui ouvraient des sacs de badiane qui arrivaient du Vietnam. Pendant la guerre du Vietnam, ils sortaient des balles du sac de badiane, et du coup, on avait un collectionneur de balles du Vietnam qui avait son petit mur avec toutes les balles qui sortaient à chaque sac. Voilà. Et en fait, c'est tous ces souvenirs-là qu'on leur a demandé ensuite de placer sur un plan, de nous dire, voilà, si vous vous rappelez de tels souvenirs, mettez-le sur ce plan à tel endroit. Donc, on a co-construit le plan ensemble. Ce plan-là, il a été livré à l'équipe de maîtrise d'œuvre, à un moment où on a travaillé le projet par la suite. Donc, ils savaient exactement quel souvenir était à quel endroit. Et après, on a fait travailler aussi l'ensemble des participants. Alors là, ceux qui étaient les futurs usagers du lieu et puis les ouvriers, sur qu'est-ce qu'on fait de cette mémoire. Et typiquement, il y a eu des propositions, notamment, il faut savoir qu'à Bessan, l'ANIS embaumait la ville pendant presque 50 ans. Donc les enfants allaient à l'école en longeant l'usine et avaient l'odeur de l'anis dès le matin. Et l'idée, c'était de se dire, on va garder ça, mais il faut qu'on trouve un moyen de transférer ces odeurs, comment on fait. Et du coup, autour de l'espace culturel, il y aura un jardin botanique avec toutes les espèces qui sont cultivées pour la culture qui servaient de plantes de base pour l'anétole. On a aussi, donc il y a le bar originel de leur salle de repos qui a été conservé pour être transposé dans la salle d'accueil de l'espace culturel, avec toutes sortes de photos souvenirs d'événements que Ricard a organisés. Bien sûr, l'espace va s'appeler l'espace Ricard, mais voilà, il y a plein de petits souvenirs comme ça. Notre mur de bal va servir, effectivement, il y aura une photo reconstituée par un scénographe, voilà. Et donc tout ça, ça a inspiré ce lieu-là. Deuxième travail sur la mémoire que j'ai mené avec mes collègues de Territoire Essence. Là, on change de décor. On est à Goudargues dans le Gard. Alors pour le coup, c'est aussi. Alors là, pour le coup, c'est une mission en plus pilotée pour la NCT, donc dans le cadre d'un accompagnement tiers-lieu. La commune de Goudargues a un presbytère qui est donc désacralisé et qui peut servir pour la création d'un tiers-lieu. S'interroge sur la pertinence et la faisabilité du lieu pour une telle destination. Et là, donc pareil, alors moi j'ai mené un gros travail préalable, notamment avec les Bâtiments de France, puisqu'on est sur un presbytère qui est adossé à un monument historique, qui lui n'est pas protégé, mais qui est donc en plein abord monument historique. Et il y avait une étude de fait, notamment par les Bâtiments de France, sur la délimitation d'un nouveau périmètre pour l'église, dans lequel le presbytère prenait toute sa place, mais en fait tout l'ensemble de la collégiale prenait toute sa place, parce qu'il faut savoir qu'il y a encore la salle capitulaire, le réfectoire, le presbytère, donc on a pas mal d'éléments. On a des éléments en ruine, mais des éléments qui ont été réhabilités et bien réhabilités.
Et au fur et à mesure, on a creusé l'histoire du lieu. Donc là, en amont de la rencontre avec la population, on s'est rendu compte que le jardin des moines, où on avait la culture des simples et notamment de tout ce qui était plantes médicinales. On avait des moines qui étaient hydrologues, donc qui se servaient, qui ont canalisé notamment les grosses problématiques d'inondation que connaît la commune de Goudargues, puisqu'on a quasiment un périmètre inondabilité sur l'ensemble de la commune en aléa fort. Donc dès qu'il y a la moindre pluie, ça dégénère. On s'est rendu compte que les moines faisaient du soutien aux pauvres et aux nécessiteux, qu'il y avait de l'éducation aussi. Et en fait, en croisant les souvenirs et la mémoire des lieux avec les envies et les besoins des futurs usagers du tiers-lieu, et ben en fait, ça matchait super bien. C'est-à-dire qu'il y avait des envies de jardinage et de reconstituer un jardin, ça collait avec l'histoire du lieu. Il y avait des envies de faire du soutien scolaire, ça collait avec l'histoire du lieu. Il y avait des envies de faire un espace bibliothèque et même on a aussi vu que les moines faisaient de la traduction. Et en l'occurrence, on avait des personnes de l'équipe souhaitant monter le tiers-lieu qui voulaient mettre en place du soutien sur les langues étrangères. Donc voilà, il y a plein de choses en fait qui se sont. Et du coup, ça a donné un certain sens au lieu, qui est devenu finalement, bah oui, c'est évident, le tiers-lieu de Goudargues, c'est là où on veut que se passe cette dynamique de tiers-lieu, parce que justement, le lieu colle pleinement aux envies qu'on a envie de voir se développer par le collectif. Donc c'était un chouette projet aussi qui est toujours en cours, qui devrait aboutir en 2026. Et puis, alors du coup, vous expliquez un peu, donc je vous ai un peu déroulé sur Bessan comment ça fonctionne, mais donc là, moi aujourd'hui, j'utilise deux types d'outils qui sont donc la mémoire d'usage que je vous ai expliqué, à savoir effectivement alors, en fait, il s'agit d'un atelier de coécriture d'un projet un peu inspiré par le lieu en lui-même. Et l'idée, c'est d'avoir donc un temps qui est préalable pour moi de préparation, effectivement, de collecte de la mémoire, de tout ce qui existe comme source, archives, témoignages, et du coup qui me permet moi d'amener cette matière brute quelque part dans le cadre d'un atelier. Ensuite, il y a un temps d'atelier effectivement pour recueillir la mémoire des lieux par les participants et croiser à partir de cette matière. Alors soit la matière sert de support, soit elle vient en complément effectivement des témoignages qui sont collectés lors de l'atelier. Ensuite, on a un temps de restitution pour partager justement à tous l'ensemble de l'écosystème finalement des parties prenantes du futur projet de tiers-lieu, bah, cette mémoire collective. Et ensuite, on peut s'en inspirer de différentes formes. C'est-à-dire que ça peut, là, dans ce cas-là, on était que ce soit pour Gouda ou pour Bessan, on est sur des projets en émergence, puisque ce sont des. Alors pour Bessan, il faut savoir que l'usine a été rasée intégralement. Donc on n'a rien gardé de l'usine. Les bâtiments, de toute façon, ne pouvaient pas resservir. Par contre, ça a vraiment eu du sens de pouvoir réutiliser les lieux, les situer sur le plan, etc. Parce que le nouveau plan du nouveau lieu va tenir compte justement de l'emplacement où on met le jardin aromatique, l'emplacement où la voie de chemin de fer qui est entrée directement de l'usine va être la voie de cyclable où rentrent directement les vélos, et ainsi de suite. Donc il y avait toute cette composante. Et donc on peut en fait s'en inspirer pour produire un cahier des charges, on peut s'en inspirer pour produire un projet commun. Voilà, ça, en fait, ça devient une ressource collective, un commun, quelque part aussi. Et c'est aussi l'idée de faire de ce lieu un commun. Et un deuxième cas que je vous propose, et là on l'abordera un peu plus avec votre réseau, mais effectivement, j'ai créé un outil récemment qui s'appelle la fresque du patrimoine, qui est l'équivalent de la fresque du climat, biodiversité, nouveaux récits, etc. J'ai fait un petit mix des méthodes j'en ai suivi plusieurs. Et mon idée, c'était de faire du patrimoine une ressource pour la ville de demain. Et cet outil-là peut permettre effectivement de situer aussi le tiers-lieu dans son espace construit, dans sa ville, de savoir un peu finalement quelle était sa fonction ancienne, quelle est sa fonction nouvelle, comment on peut, quelle est sa typologie bâtie, quelle est finalement son architecture, pourquoi il a été conçu au départ, quel est son usage nouveau et qu'est-ce qu'on veut transformer. Et du coup, comment on le transforme bien? Parce qu'effectivement, ça doit intégrer un certain nombre d'acteurs, un certain nombre de réglementations, et un certain nombre de préoccupations aussi qui sont liées à des enjeux de transition aujourd'hui. Et je pense notamment à la sobriété foncière, à la renaturation de la ville ou des villages, le fait du coup de déminéraliser, de désartificialiser les sols, le fait d'intégrer la biodiversité dans la construction, le fait de traiter des questions de propriété aussi, parce que ça, je sais que les tiers-lieux peuvent être parfois confrontés quand ils sont sur du bien multipropriétaire, c'est toujours très compliqué. Donc voilà, tout ça, en tout cas, ce sont des sujets qui peuvent être interpellés grâce à la fresque.
J'ai même tenu beaucoup moins que 20 minutes, donc je ne sais pas si on peut passer à Tommy, et puis du coup, on aura plus de temps pour les questions. Merci de votre attention, en tout cas. Merci à toi, Julie. Est-ce que Tommy, tu veux enchaîner ou est-ce qu'il y a un ou une participante qui a envie de réagir tout de suite au cas où cette personne aurait peur d'oublier sa question? Oui. Alors, j'ai entendu moi, mais quelqu'un... Moi aussi. Ou c'est à moi alors? Bon, Eh ben vas-y. d'accord. Bah, sinon, je peux enchaîner. Et justement, bah, pour rebondir aussi sur ce que tu disais, Jolie, je trouvais qu'en tout début d'explication, quand tu disais expliquer aux gens où ils habitent, comme étant l'une de tes missions, une simple chose telle que celle-ci est déjà un énorme travail. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai l'impression qu'expliquer aux gens où ils habitent, ça correspond à une démarche personnelle. C'est-à-dire que savoir où on habite, c'est soit aller vers les bouquins, vers les librairies, en tout cas faire soi-même la démarche de savoir dans quel endroit on habite, parce que les lieux ne s'expliquent pas seuls. Il faut souvent avoir cette démarche d'aller vers les lieux ou les endroits d'explication. Et effectivement, dans le cadre d'un projet de territoire, en tout cas comme nous on l'a mené aussi avec Seine et Territoire, on s'est rendu compte qu'une simple question comme celle-ci, où est-ce que j'habite, ben, n'était pas si simple que cela à poser. Donc, je vais partager mon écran, si vous le voulez bien, pour une présentation de 10 minutes. Voilà. Est-ce que vous me voyez? Voilà. Alors, Yes. super. Alors, je vais pousser ça un petit peu. Donc, je vous présente aussi la compagnie, donc compagnie La Bande Passante. Donc, moi, je suis plasticien. Je travaille donc avec la compagnie La Bande Passante depuis maintenant une dizaine d'années. Elle a été fondée par Benoît Fèvre et c'est une compagnie de création documentaire et de théâtre d'objets documentaires, c'est-à-dire que nous faisons du théâtre et des créations par objets interposés. C'est-à-dire rapidement que pour nous, le monde se raconte aussi par les objets qui nous entourent et notamment les documents, qui sont autant de traces que l'on laisse et qui peuvent aussi nous raconter. C'est-à-dire clairement, si dans une salle, on devait quitter une salle comme ça très très rapidement, eh bien, si on devait y revenir 50 ans plus tard, dans les sacs à main, dans les vestes, dans les objets qu'on laisse sur les bureaux, eh bien, on aurait de quoi raconter les personnes, peut-être parfois même mieux que les personnes pourraient se raconter elles-mêmes. Voilà, donc nous travaillons énormément sur l'idée de documents et sur d'autres médiums aussi que je vais vous présenter. Dans la compagnie, on est à peu près une quinzaine d'artistes et en fait, quand on a des projets qui sont souvent complexes et qui sont souvent comment dire, polyformes, protéiformes, eh bien, nous faisons, si nous n'avons pas nous-mêmes les compétences, appel à d'autres compétences. C'est pour ça qu'on s'entoure aussi de tout un collectif d'artistes qui viennent de plein d'horizons différents. Rapide présentation de la compagnie. Donc, on travaille aussi sur l'idée d'archive et on dit souvent qu'on augmente l'archive, c'est-à-dire on prend ici, donc par rapport aux expositions, l'idée de, par exemple, comment on exposerait un livre dans sa totalité, comment travailler sur une archive qui souvent est dans un musée organisé sous vitre, etc., et qu'on ne peut pas y toucher. On a développé une grammaire qui s'appelle augmenter l'archive, c'est-à-dire par l'objet de la reproduction, pardon, je vais mettre comme ça ici par la reproduction et par le geste du découpage, eh bien, on peut passer de la 2D à la 3D et ainsi donc créer des œuvres immersives. Je suis actuellement d'ailleurs avec des étudiants, on est en train de travailler sur l'idée de métamorphose et de documents personnels, par exemple. En fait, l'idée du découpage, c'est ça. On a ici un document. Le fait de le découper en 2D et de le dresser en 3D, ça personnalise un petit peu le document et l'archive. Et on arrive comme ça à des gestes qui relèvent du sensible. Donc, on fait à la fois des expositions, on travaille également sur du spectacle de papier augmenté, en l'occurrence ici avec des cartes postales. Je vous en parle parce que dans le projet de territoire de tout à l'heure, ce sera intéressant de voir aussi comment on peut se réapproprier les documents. Julie, tu disais tout à l'heure aussi que vous aviez fait des collègues de documents. Tout ça, ce sont des phases très importantes. Donc, on fait également du spectacle de papier augmenté, c'est-à-dire par des documents qui sont issus de fonds qui se trouvent dans les lieux tels que les musées, les bibliothèques, les archives, eh bien, nous redécoupons donc ces documents, nous les remettons en scène, et par le biais des techniques du théâtre, c'est-à-dire la scénographie, la lumière, le texte et la mise en scène, eh bien, nous faisons revivre les archives autrement. On a également parfois des commandes, c'est-à-dire ici, c'est une installation immersive, c'est le dîner. Ça a été acheté par le musée de Sarreguemines, où il s'agissait cette fois-ci de valoriser des archives et des fonds très peu montrés qui dormaient dans un grenier.
Donc, on a organisé un dîner puisque le musée, en fait, était composé essentiellement d'expositions d'assiettes. Donc, c'est un dîner d'images dans lequel, par biais du mapping, eh bien, on a pu aussi valoriser tout un fonds. C'est aussi quelque part un projet de territoire puisque le musée de la faïencerie de Sarreguemines représente des siècles, enfin, pas des siècles, mais des dizaines d'années en tout cas d'emploi et d'histoire et de patrimoine qui ont dormi dans un grenier qu'on a valorisé sous la forme donc d'une installation que les habitants peuvent venir voir. Et également du spectacle vivant, donc ici Vide Papier, un spectacle qu'on a joué 250 fois environ et qui est une histoire vraie qui raconte la découverte sur une brocante d'un album photo. Donc une fois de plus, un document réel et comment on peut porter ce document réel sous la forme d'un spectacle et toujours de l'idée de partage. Donc c'est du théâtre d'objets documentaires. Sur 2 années, donc on a travaillé sur l'objet qui nous intéresse maintenant. C'est un projet de territoire qui s'appelle, donc ça a été commandé par la communauté de communes du cœur du PIO, c'est à peu près 25 communes, par le biais donc de Seine et Territoires, qui est c'est une association qui représente à peu près 16 fédérations, plus de 60 associations locales et qui présente des centaines d'heures d'ateliers de création, plus de 10 000 personnes. Donc c'est un opérateur en territoire rural et qui a donc pour mission aussi de faire le lien avec des compagnies pour que ces dernières puissent aussi donc dispenser leur savoir-faire sur un territoire. Donc ce projet en fait a eu plusieurs noms, mais on l'a intitulé au bout de 2 années, donc phasé sur 2 ans, Il était une fois dans l'Est, dont la première année donc a consisté à travailler en direction d'un collège. Donc on a travaillé avec des quatrièmes qu'on a suivis ensuite sur la troisième, collège de Tuquegneux. Et donc là, on est sur le territoire minier. Et la commande, c'était de faire revivre un petit peu tout ce territoire dont c'est complètement étonnant. Mais sur ce territoire de 25 communes, en fait, il ne reste plus aucune trace de l'activité minière. Tous les chevalements ont été détruits, toutes les activités, les usines ont été démontées. Et en fait, c'est un territoire en dessous duquel on voit effectivement l'activité minière, mais qui a disparu, et au-dessus duquel, donc on appelle ça au jour, la parole ne passe plus. Et en fait, on s'en est rendu compte très simplement parce que lors de ces ateliers avec les écoles, on a simplement posé la question aux gamins, est-ce que vous aviez des grands-parents mineurs? Et puis alors, ils nous disaient, bah non. Et puis finalement, 2 semaines plus tard, ah, bah, j'ai demandé à mon oncle, à mon grand-oncle, etc. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait toute une parole, une fois de plus, bah, comme tu le disais, Julie, à collecter. Et donc en année 1, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord collecté, bah, comme vous l'aviez fait aussi, effectivement, d'abord l'histoire du passé, enfin le passé de ce territoire. Donc par la collecte de documents, des archives apportées par des associations, des archives et des photographies qui racontaient le territoire avant. Ces archives, on les a confrontées au regard des adolescents d'aujourd'hui et on a invité aussi des mineurs. Donc ici, c'est M. Stakoviak, des mineurs qui ont fait un échange intergénérationnel. C'est-à-dire, on a travaillé sous le prisme de nous, à 14 ans, on vit ici à Tuquegneux. C'était comment, vous, vos 14 ans, à vous? Et donc, s'est installé comme ça un dialogue à travers les archives qui a donné lieu en année 1 à la création d'une maquette qu'on voit ici, une maquette commentée en fait, puisqu'il y a également des collectes sonores. Et cette maquette donc relatait la façon dont les enfants ont pu appréhender donc le territoire par les archives. Et ils ont construit des archives dans lesquelles ils se sont mélangés aussi. Ils se sont mis en scène avec les archives d'antan pour comprendre un petit peu ce que c'est que le territoire, mais à travers l'archive. Donc, c'était finalement une approche assez sensible aussi du lieu, c'est-à-dire que par la rencontre réelle avec ceux qui ont vécu un moment fort et par la rencontre avec des archives, une archive, c'est vivant. C'est important de savoir qu'une archive, c'est quelque chose qui a appartenu à des personnes, c'est quelque chose qui est vivant. On se rapproche en ceci de l'historien Philippe Artière, qui est chercheur au CNRS et qui dit souvent on n'étudie pas la grande histoire pour moi, mais on étudie l'histoire de tous, l'histoire de chacun. Et c'est véritablement ça aussi qui fait sens, je pense, dans un projet de territoire, c'est que l'histoire de tous fasse à un moment donné sens commun dans ce genre de projet et dans ces phases aussi de restitution. On parlait aussi tout à l'heure de restitution, c'est des phases très importantes. Donc, année 1. Année 2, donc ici, donc on a présenté effectivement la maquette avec naturellement, effectivement très important, la présence des enfants qui sont venus aussi présenter leur maquette parce que la mission d'éducation est très très importante dans ce projet de territoire. Et puis ensuite, on a nourri donc un site internet qui s'appelle Devenir, qui est un site qui est consacré au partage de récits de soi adolescent, que je vous montre ici. On parlait tout à l'heure d'archiver ça sur une carte. Et en fait, dans la compagnie aussi, on a une mission
qui nous tient à cœur, qui est celle de conserver et de pérenniser les projets, c'est-à-dire les projets de territoire. Ce qui est intéressant, c'est de les faire, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils soient pérennisés. C'est que soit par des objets ou soit par des sites Internet, eh bien, on puisse les retrouver et continuer à les consulter. Donc en fait, là, on a une grande carte dans laquelle on a effectivement archivé tous les projets. Et si on tape dessus, donc on a de l'audio et on peut restituer en fait tous les projets qu'on a fait en année 2. C'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Ça, je vais le couper pour pas que ça, en fait, on vous en... Et en année 2, les artistes de la compagnie, cette fois-ci, sont sortis de l'école et sont allés sur le terrain. Donc, on a appelé ce projet « Il était une fois dans l'Est » aussi parce que voilà, en réflexion sur un projet de création qui s'appelle « Il est sur la BD et les grands espaces américains ». Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est que vous êtes tous figés. Est-ce que vous êtes là? On est là, on est là. Ah, pardon, excusez-moi. Ah, pardon, parce que tout le monde était figé. Non, on Pardon, est là, par ok. contre, voilà, on Donc, n'avait pas le bon affichage, mais là, ça a l'air d'être rétabli, c'est bon. ah, pardon. D'accord. Est-ce que c'est bon là? Désolé. OK. On continue à travailler sur les communes, mais cette fois-ci, les artistes vont au contact en dehors de l'école et on a rencontré avec les élèves toujours les habitants des 30 communes. Et en tant qu'artiste, c'était important aussi d'aller sur les... C'est-à-dire, c'est pas tout de les expertiser, mais encore faut-il vivre à l'intérieur de ces lieux. Donc, on a fait résidence. Faire résidence, ça veut dire quoi? Ça veut dire sortir de soi véritablement, aller dans un autre endroit et y passer du temps. Y manger, s'y promener, s'y perdre, y travailler, passer du temps. C'est ça, faire résidence, c'est sortir de chez soi pour aller ailleurs. Et donc là, ici, l'artiste Thomas Guéral, avec qui j'ai travaillé, on est allé sur les lieux des anciennes usines pour y faire de la musique. On a rencontré les gens en disant, de votre temps, de vos 14 ans, quels étaient les concerts qu'on pouvait écouter dans les salles communales. On a rejoué dans les salons ces moments-là. C'était extrêmement fort, puissant. Et puis, on est allé aussi dans les mines et sur les rails. On va dire par un indice poétique, musical, appréhender le territoire. C'est-à-dire pas tant comme des musiques qui relèvent des choses, mais d'essayer de ressentir les choses aussi par le sensible. On est une compagnie d'artistes, et donc l'idée, c'était aussi d'amener un indice poétique aussi dans la façon d'appréhender le territoire. On a également demandé à un dessinateur qui s'appelle Étienne Gendrin, donc de restituer aussi ce territoire, mais non plus par de l'archive photographique, mais par une autre archive sensible qui est celle du dessin. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que par un carnet et un geste très simple, eh bien, on peut s'évader et on peut restituer des choses. Donc en fait, je ne sais pas combien de temps il me reste, je vais vite conclure, ça va à peu près? On est bien? OK. Donc on a rencontré donc en année 2 encore, on a organisé, bah, comme vous l'aviez fait aussi, un goûter, en fait, un grand temps de rencontres. Donc un goûter au cours desquels on a demandé aussi aux personnes d'amener leurs propres archives, c'est-à-dire aussi créer de l'archive en projet de territoire, c'est intéressant. C'est-à-dire collecter de l'archive et la mettre à disposition, c'est une chose, mais inviter des gens avec leurs propres archives et comment dire, avec un trésor vernaculaire qui dort dans les tiroirs, c'est important aussi parce que ça enrichit l'archive et ça enrichit la connaissance du territoire par des photos vernaculaires, c'est-à-dire les photos de tous les jours de chacun. Donc, au cours de ce goûter d'images, on a également organisé encore de la collecte. On a toujours fait de la collecte ici avec Laurence Moletta, avec qui on avait travaillé, qui est une conceptrice sonore, Étienne Gendrin et Benoît Fèvre, qui n'est pas en photo, mais j'ai mis aussi tous les collègues extérieurs à la compagnie avec qui on a passé du super temps. Et donc, Étienne a mis en forme ceci, c'est-à-dire chacune des collectes, on a une trentaine de collectes, a fait l'objet d'un dessin. Donc ici, ici, on a Patricia qui raconte comment gamine, en fait, elle prenait ses bains au-dessus du poêle chauffé par sa maman, parce qu'il n'y avait pas de salle de bain, en fait, dans les maisons des mineurs, etc. Et donc, comme ça, on a collecté à peu près une trentaine de récits qu'on a organisés sous la forme de QR codes qu'on voit ici. Donc, c'est des plaques, voilà, avec des dessins, c'est des dessins d'Étienne et des QR codes. Et ces QR codes ont été répartis dans l'ensemble de la commune, donc sur les 27 territoires. Et en même temps, le jour de la restitution, eh bien, nous avons choisi un lieu emblématique, c'est l'église de Crune, une des seules églises en fer qui existent au monde. Je crois qu'il y en a que 2 ou 3, entièrement construites par les mineurs et entièrement montables et démontables. C'est fascinant. C'est-à-dire que cette église peut être démontable comme un Lego et remontable ailleurs. En l'occurrence, elle a été montée qu'une fois, mais le concept était celui-là.
Donc, c'est du métal issu de la mine d'Héouillard-Lorraine. Donc, c'est un endroit très, 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 très puissant emblématiquement. Il y a eu beaucoup de mariages, il y a eu tout un tas de choses. Et donc, on a restitué là-dedans les 27 communes. Et sur chaque commune, donc, ça, ce sont les élèves qui ont tout découpé parce qu'on a travaillé avec eux aussi en année 2, naturellement. Et les QR codes ont été consultables par les habitants qui, munis de tablettes, pouvaient venir donc scanner les QR codes et écouter les 30 récits qui racontaient et qui relataient finalement leur territoire et leurs histoires. Et enfin, on a terminé avec un spectacle dans lequel les étudiants, les élèves pardon, de 4e et 3e donc, ont relaté le territoire par leur collecte de récits, accompagnés donc des artistes de la compagnie. On en a fait un spectacle d'objets, c'est-à-dire tous les objets, toutes les archives qu'on a pu collecter, eh bien, ça a été restitué devant donc tous les habitants de la commune qui ont été invités au cours d'une après-midi. Voilà, donc c'était des moments assez forts. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est que comment dire, le travail de territoire fait sens complètement aussi dans notre démarche. C'est-à-dire, c'est pas uniquement créer dans un endroit et puis aller de salle de spectacle en salle de spectacle, c'est vraiment sortir le travail de la compagnie sur un territoire et inviter les gens à s'en emparer. Et c'est extrêmement enrichissant, en tout cas pour nous, et puis je pense aussi dans les deux sens. Voilà, importance du travail de territoire. J'ai fini et on peut passer aux questions si vous le souhaitez. Merci beaucoup, c'est vraiment un super projet que tu as partagé. Est-ce qu'il y a des personnes du coup qui ont des réactions, des questions, Parce que sinon moi j'en ai. Alors, Moi, je vais me permettre juste un petit retour, comme tu m'as fait aussi, Tommy, parce qu'en fait, je trouve l'expérience fabuleuse. Ça fait une très belle suite à ce que nous, on a mené en fait au qui n'était qu'un point de départ. Euh, je trouve la complémentarité de nos deux actions assez forte en fait. Et l'exemple que tu donnes en disant enfin, de faire collecte aussi d'une mémoire collective à partir des mémoires personnelles, nous on l'a fait à Ricard. On leur a demandé de venir justement avec leurs photos aussi. Et c'est vrai que c'est une expérience, c'est ça qui a conduit les larmes principalement et l'émotion, parce qu'en fait, voilà, et parfois c'est des gens qui se retrouvent sur les photos d'autres personnes. Et dans le cadre de cet atelier, on avait aussi, ou alors on reconnaît son grand-père ou sa maman, voilà. Et puis du coup, il y a ce côté vraiment moment de vie partagé, souvenir que parfois, tu l'as dit aussi, la mémoire a zappé ou squeezé. À un moment donné, on ne sait pas pourquoi, il y a un morceau de la mémoire familiale ou de la mémoire commune d'une commune ou voilà, qui disparaît parce qu'en fait, il y a un changement générationnel, une envie d'aller de l'avant, de changer, de zapper ce qui s'est fait avant pour ne pas y repenser. La mine en est une raison, mais il y a d'autres cas de figure. Et c'est vrai que bah, quelque part, de le remettre aussi à plat, juste de la rendre disponible, surtout, en fait, et accessible, bah, ça permet de créer le commun dont les gens se servent ou non. Mais en fait, c'est juste de la poser là, c'est déjà beaucoup, quoi. Donc, Exactement. bravo Et puis, pour tout ben, ça. merci. Ben, ouais. Et ce qui est important aussi, effectivement, c'est souvent dans les missions d'archives, dans les missions d'archives départementales ou municipales, ils ont ce qu'on appelle les 3C. D'ailleurs, je crois qu'il y en a 5. De mémoire, c'est collecter, conserver, communiquer. Je crois qu'il manque encore 2C. Mais en tout cas, ce qui est important, effectivement, dans ces travails, dans ces projets de territoire, c'est de comment dire, de façon concrète, c'est de trouver de l'objet, de le conserver et de pouvoir communiquer dessus. Donc effectivement, c'est soit de l'objet 2D ou 3D, c'est soit de la parole, mais en tout cas, ce qui est vraiment important, au-delà de la rencontre, c'est la façon de collecter, effectivement. Ça peut être de la trace audio, de la trace vidéo. La trace audio est simple quand même, parce qu'en vidéo, on est souvent un petit peu, on a peur d'être filmé, alors qu'en audio, on est beaucoup plus dans quelque chose d'assez sensible. Et puis, tout ça, on en parlait aussi par rapport à l'idée des pouvoirs politiques et des volontés politiques. Malheureusement, tous ces projets-là, ils dépendent aussi de ces volontés politiques. C'est-à-dire, nous, ce qu'on a pu faire en 2 ans, c'est aussi parce qu'il y a une forte volonté politique, et tant mieux, sur 25 communes. Mais en fait, tout vient de là. Et il y a une mission aussi, je pense, des artistes et des, et des acteurs des territoires aussi, c'est de convaincre les pouvoirs politiques de l'importance de ce type de projet. C'est-à-dire pas simplement se placer comme prestataire ou comme permetteur de pouvoir faire ça, mais d'expliquer aussi l'importance sur le terrain de ces choses-là. C'est-à-dire qu'au-delà du projet sur le papier, il y a une réelle expérience de terrain qui est super importante. C'est du sensible, c'est tout bête, mais c'est du territoire sensible. C'est des habitants, c'est des histoires, et c'est important qu'elles fassent histoire à un moment donné. Voilà, tout simplement. du coup, il y a Jean
qui pose une question qui faisait partie de mes questions. Et t'as commencé un peu à y répondre, Tommy, c'est enfin, quelle est la genèse des projets que vous avez présentés, quels sont les modes de financement, les besoins du portage. Je ne sais pas si, Jean, j'ai bien retranscrit ta question, si tu préfères le dire à l'oral. Alors, je pense qu'on pourrait aussi répondre, à moins que Jean voulait parler, oui, pardon. Ouais, non, c'était ça. Merci Priscilla, c'était juste pour effectivement demander voilà, par quoi ça commence en fait, mais vous en avez parlé aussi. C'est vrai que c'est pas toujours facile de convaincre, et il faut d'ailleurs pas convaincre souvent, enfin en tout cas de rentrer dans une sensibilité commune. Et puis après, ce qui m'intéressait aussi, c'était la construction, le pilotage de tout ça en fait. Comment c'est financé, comment c'est porté et organisé, hein. Alors, je pense qu'il y a une personne qui pourra m'aider à répondre aussi, c'est Camille, puisque Camille Pereira était aussi à la tête de Seine et Territoire pendant en tout cas les 2 années, en tout cas sur le terrain. Et c'est effectivement l'opérateur qui nous a permis de mettre en place ce projet. Camille, si tu veux. Oui, absolument. Euh, alors en effet, vous m'entendez bien? Ouais. En effet, c'est Seine et Territoire qui est l'opérateur de ce type de projet depuis plus de 25 ans sur les territoires de Lorraine notamment, et qui s'appuie toujours sur les fédérations d'éducation populaire qui sont implantées sur ces territoires-là. Mais sur l'exemple typique du projet avec la bande passante, c'est un territoire où il y a très peu de fédérations d'éducation populaire qui sont encore en activité. Et donc, on a plutôt dû retravailler sur un vrai diagnostic de territoire avec les collectivités et des associations culturelles qui n'étaient pas apparentées à des fédérations d'éducation populaire à ce moment-là. Les réseaux de médiathèques, enfin voilà, on part toujours d'un diagnostic de l'existant. Qu'est-ce qui fait culture sur le territoire, quelles associations sont en fonctionnement, quels sont les lieux de rendez-vous des habitants et comment on va réussir à mobiliser toutes ces forces sur un projet de territoire. Il y a une commande politique puisque c'est la communauté de communes qui est venue nous chercher, nous mobiliser. Et il y a une commande politique qui vient aussi de la DRAC et de la région qui nous demande, nous, Seine et Territoires, à l'époque, d'intervenir sur ces territoires-là où il y a très peu de projets culturels, pas d'équipements culturels. Et donc, c'est la mission de Seine et Territoires d'intervenir à cet endroit-là. Et ce temps de diagnostic, il est assez long, hein. On a vraiment plusieurs mois de travail avec les comités de communes. Et ensuite, quand on a finalement mobilisé ce temps avec eux, on commence avec Seine et Territoires ce travail de formalisation d'une proposition d'équipe artistique, mais qui ne vient pas avec un projet clé en main, sinon ça ne marche pas évidemment. Et donc on a assez rapidement interpellé la bande passante qui avait dans ses valises un spectacle qui nous paraissait intéressant pour ouvrir un sujet sur la question des archives et notamment le lien avec l'activité minière et industrielle. Et donc, c'est aussi comme ça qu'on fait le choix de compagnie sur les territoires. On essaye de puiser à la fois dans les spectacles existants et dans les démarches de projets, l'envie des compagnies d'aller sur les territoires, parce que toutes les compagnies n'ont pas envie de travailler comme ça. Et donc, on a construit ensuite petit à petit cette relation de confiance entre la communauté de communes, la compagnie Seine et Territoires. Et on a essayé d'impliquer, ça c'était pas le morceau le plus simple, d'impliquer finalement des associations sur place pour, euh, pour participer, pour se mobiliser. Le lien avec le collège se fait aussi parce qu'il y a un appel à projet du département 54 qui met des moyens sur des résidences en collège. Donc ça, c'est vraiment le tissage et la connaissance des territoires par Seine et Territoires qui fait qu'on va chercher ces moyens, ces dispositifs en complément. Mais en tout cas, voilà, sur le financement, c'est des financements de la région, de la DRAC et du département qui passent par Seine et Territoires et qui sont mobilisés pour le travail de la compagnie, pour le travail des techniciens, des médiateurs et tous les frais liés à une résidence artistique sur 2 ans, 2 ans et demi. Et surtout, l'importance de Seine et Territoires, c'est qu'une fois que la compagnie part, il y ait toujours un suivi. On s'assure qu'il n'y ait pas une fin de projet trop brutale. Donc là, par exemple, sur ce territoire en particulier, il y a une autre compagnie qui intervient à la suite de la bande passante sur d'autres sujets, d'autres thématiques, avec d'autres associations. Là, je crois qu'ils travaillent sur la question des femmes isolées, avec d'autres associations du secteur social. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une continuité, tant qu'il n'y a pas de nouveaux équipements culturels, ou tant qu'il n'y a pas des associations qui se sentent en capacité d'aller sur ce type de projet. Je ne sais pas si c'est assez clair ou si ça répond bien à ta question, Jean. Oui,
Merci Camille, ouais, ouais, tout à fait, ouais, c'est exactement ça, mais c'est intéressant de voir aussi comment derrière ça permet peut-être à des EPCI aussi de se saisir d'un sujet culture et effectivement, est-ce qu'il y en a qui ont été jusqu'à mettre en place peut-être après politique culturelle ou des actions ou quelque chose qui commence à se structurer? Je ne sais pas si vous avez déjà ce recul-là. Oui, alors souvent, donc il y a aussi le suivi de la DRAC hein, sur nos projets. Et je crois que sur le cœur du PIO, donc la communauté de communes, il y a un diagnostic sensible qui a été mis en place. Donc des fois, ça intervient avant Seine et Territoire, des fois, c'est suite au diagnostic commun qu'on fait avec la DRAC. Et c'est pour ça que Seine et Territoire travaille aussi en proximité avec le ministère de la Culture pour sélectionner les territoires qui ont envie d'aller vers une compétence culturelle plus forte et des moyens mis sur ces projets-là. Donc là, sur cet exemple très particulièrement, oui, ça a déclenché des discussions intéressantes à ce sujet-là et des suites, quoi. Sachant que je me permets un petit complément aussi de mon côté, on a alors nous dans le cadre des missions que j'ai présentées, c'est des réponses à des marchés ou à des accords cadres publics, effectivement qui encadrent, et donc du coup c'est souvent avec, alors à Goudargue en l'occurrence, c'est moi qui suis pilote de l'équipe de consultants qui accompagne et qui du coup est cette brique-là dans l'équipe. Mais il y a tout un accompagnement du tiers-lieu qui va bien au-delà de cette dimension. Et après, sur le cas de Bessan, on est sur une mission de programmation. Donc là, c'est une programmation architecturale et urbaine. Donc c'est dans le cadre finalement d'une mission qui ne s'appelle pas comme ça, mais qu'on arrive à le distiller parce qu'en fait, il y a un besoin et qu'on le voit émerger et qu'en plus, on a sensibilisé nos acteurs dans la programmation archi à ces questions de l'usage, de faire intervenir le citoyen, de concerter, etc. Donc ça peut aussi prendre sa place dans des missions de concertation plus larges, où on peut l'amener, en fait, c'est une façon de faire, c'est une méthode parmi d'autres. Et donc je pense qu'on peut, je pense notamment à j'avais assisté à un fabuleux festival, si vous avez l'occasion d'y être, ça m'a fait beaucoup penser à ça, Tommy, ce que tu as présenté, ça s'appelle Collectons, et c'est mené par un groupe alors il y avait Globe Compteur qui est basé en Belgique, et Nos Mémoires Vives qui est basé à Montpellier, qui avait organisé ce festival à Montpellier il y a 1 an et demi ou 2 ans maintenant. Bon, ça devait être en juin de l'année dernière, juin 2024. Et en l'occurrence, fascinant aussi justement sur tout ce qui est comment on collecte. J'avais notamment vu le playback théâtre, qui est une façon aussi de travailler à partir de souvenirs collectés, où les personnes viennent, racontent un souvenir. Alors je ne vous raconte pas le type de souvenirs qui ont été en plus déposés poignants de réfugiés de guerre, de choses, enfin voilà, qui sont refaits en théâtre, en représentation théâtrale. Voilà, de très belles choses aussi. Et je pense qu'en fait, pour moi, cette collecte de mémoire, en fait, elle peut intégrer plein de choses, y compris d'ailleurs, enfin, dès qu'on traite les usages, d'une façon générale, on se rend compte qu'aujourd'hui, programmer, pour prendre le langage technocrate même, je dirais, d'un lieu ou d'un espace, en fait, ça rentre en ligne de compte maintenant, aujourd'hui. Il faut traiter avec l'existant, mais l'existant, c'est pas que le bâti, c'est aussi la mémoire vive, c'est aussi... et je pense que c'est important de voir, il y a plein d'endroits en fait où on arrive à le glisser, ça sera jamais la ligne directrice, sauf, comme Tommy le disait, de certains engagés politiques qui ont envie d'aller là-dessus. Moi, j'ai eu le cas sur Elne, qui est un autre cas de tiers-lieu, où là, c'est la salle de culture, la mémoire de la salle Elena, qui a été collectée par une autre compagnie qui s'appelait la Lucarne, en témoignage audio, justement, et où Mhm. c'était passionnant aussi d'avoir toute cette collecte de matière. Mais voilà, en fait, ça dépend du biais par lequel on le prend, et pour moi, c'est une méthode qui peut rentrer dans plein, plein de dispositifs. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question, une réaction? Peut-être est-ce que les participants à la visio ont des témoignages à apporter ou ou ont envie d'expérimenter des choses et sur lesquelles on peut rebondir? Où est-ce que vous en êtes de cette question dans votre tiers-lieu, si vous êtes tous dans des tiers-lieux, on ne connaît pas tout le monde? S'il n'y a pas de questions, peut-être un petit mot sur les après-projets de territoire quand même, parce que, comment dire, le projet Il était une fois dans l'Est était vraiment formidable, c'est super.
Et là, on a repris contact il n'y a pas longtemps. Et donc, la mission des politiques en place, c'était donc de mettre en place les 30 QR codes dans le territoire. À ce jour, ça n'a pas encore été fait. Voilà. Donc, c'est ça aussi qui est important de savoir, c'est où la mission des compagnies s'arrête, parce qu'à un moment donné, nous, on est quand même aussi en fin de contrat, on a une restitution. Oui, mais qu'est-ce qui se passe après? Et qui s'en charge? Et ça, je pense que c'est une question vraiment importante et fondamentale, parce que quand il y a des opérateurs et une volonté politicienne avant qui déclenchent des compétences de scène et territoire qui viennent nous voir, là, nous, c'est notre métier, donc on fait le travail. Mais quand les choses s'arrêtent, qui prend la responsabilité du suivi de projet? C'est une vraie question, on s'en est rendu compte parce qu'on a débuté un autre projet à Metz, donc Il était une fois dans Metz cette fois-ci. Autre projet de territoire, mais sur la commune de Metz, puisque c'est aussi pour nous dans l'après-projet. Quand on fait un projet de territoire, on développe des savoir-faire, du coup, qui sont des compétences qu'on peut copier-coller sur d'autres choses. C'est-à-dire que nous, on apprend aussi, on a énormément appris aussi en compétences. Donc là, maintenant, on le réapplique aussi. Mais quid de l'après-projet, véritablement. C'est-à-dire, il y a une belle volonté, on a tout mis en place et il suffit, entre guillemets, finalement. En plus, on avait fait des faux QR codes qu'on avait mis vraiment avec des photos. J'avais fait un cahier des charges en disant c'est à cet endroit, tout le monde est OK, on a les autorisations de tout le monde. Ça n'a pas été suivi. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait après? Et qui s'en occupe? Je pense que c'est une vraie question aussi. Je pose ça là peut-être simplement en conclusion aussi. Ça peut aussi ouvrir aussi sur une façon de faire après. Et puis terminer aussi, c'est pas de la pub, hein, mais nous, on a fait aussi des petits goodies. Par exemple, ça, c'est aussi une question de finir l'après-projet. C'est-à-dire que toutes les cartes d'Étienne Gendrin ont donné lieu à des petits jeux. Comme ça, on a tiré 200 ou 300 cartes et qu'on donne à droite à gauche. Et c'est aussi des traces, finalement, de ces projets de territoire qui peuvent rester sous la forme de jeux, sous la forme d'éditions, sous la forme de bouquins. C'est super intéressant parce que bah, les objets restent. Et on est de la race humaine qui aimons les objets. On le veuille ou non, les objets nous entourent. Et c'est toujours bien d'avoir ce type de choses comme des photos, des bouquins. Alors que les projets de territoire, souvent, quelque part, c'est pas qu'ils s'évanouissent dans la nature, ils sont importants, mais qu'est-ce qu'on en fait après? Voilà. Pardon, on ne t'entend pas. Non, non, oui, bah justement, tu parlais de jeu et bah, je pense qu'on clouera plus ou moins là-dessus. Enfin, on libérera ceux qui voudront partir, ceux qui voudront rester discuter avec plaisir. Le troisième intervenant qui devait intervenir, c'était Alexandre Musette, qui est du Tiens le Briquet à Follevillers. Et je voulais juste vous partager les exemples que eux, ils avaient fait. Ils ont fait, pour mettre en valeur leur territoire, ils ont fait un jeu de société. Je ne sais pas exactement avec qui ils l'ont fait, comment, pourquoi. Mais si jamais ça vous intéresse, bah, je pourrais vous mettre son contact dans le mail de retour que je vous ferai. Je sais qu'ils font aussi beaucoup de choses avec les habitants pour récolter leurs paroles très régulièrement via des trucs qui s'appellent la chaise citoyenne où c'est très intergénérationnel comme chose, pardon, comme dispositif. Il y a aussi la cabane des mots et le triporteur citoyen. Enfin, ils se baladent un peu partout dans leur territoire. Ils font un gros travail dessus et j'aurais bien aimé qu'ils nous en parlent plus parce que c'est intéressant, mais ça se trouve sur leur site internet, c'est un peu mieux expliqué. Et comme je dis, si ça vous intéresse vraiment, je vous donnerai son contact. Et du coup, j'en profite aussi pour vous dire que je vous enverrai ce PowerPoint demain sûrement, où il y a la présentation de Tommy et de Julie dedans, et nos contacts aussi. Et peut-être que Camille, tu peux conclure sur la suite qui est imaginée. Oui, en effet, avec Julie, l'idée était aussi de vous proposer un temps de transmission de la fresque qu'elle a présentée très succinctement, puisque ça peut prendre, enfin, Julie le reprécisera, mais peut-être une journée de formation pour que vous puissiez vous approprier cet outil et l'animer avec vos usagers, vos bénévoles, vos administrateurs, vos salariés dans vos lieux, puisque c'est un prétexte aussi à discuter voilà, du volet mémorial et patrimonial de votre lieu, mais pas que, comme elle l'expliquait, il y a la considération de toutes les questions liées à la gestion du patrimoine. Et donc, on va réfléchir à une temporalité pour cette proposition de formation, mais Julie viendra en région, a priori en 2026, à préciser. Voilà. Julie, si tu veux rebondir. Oui, je voulais juste rajouter qu'effectivement, il s'agit pour moi de vous présenter l'outil et peut-être aussi on pourra discuter de la question mémorielle et de voir des dispositifs d'aide. Enfin, voilà, je peux venir aussi avec
d'autres outils que la fresque. Mais c'est vrai que la fresque, c'est un bon point de départ. C'est comme le disait, en l'occurrence, pour moi, c'est vraiment d'aller chercher, de vous mettre à disposition un outil qui peut à la fois vous servir en interne, pour réfléchir à votre lieu et votre façon de faire, ou de faire de vous, si c'est pas le cas, parce que vous n'êtes pas un tiers-lieu avec un espace patrimonial, ou que pour vous, c'est pas du bâti ancien avec une valeur mémorielle importante, etc., de travailler aussi, bah, vous, comme, entre guillemets, centre de formation citoyen, pour acculturer, puisque Tommy en parlait, en fait, pour moi, il y a, quand tu disais le projet de territoire, finalement, il disparaît. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai créé mon entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, je travaille sur des documents d'urbanisme patrimoniaux dont la règle est mal perçue, mais parce qu'en fait, on n'a jamais pris le temps d'expliquer aux gens pourquoi on a créé cette règle, et les 800 pages de rapports de présentation et les 7 années d'études des bureaux d'études qui ont travaillé sur la ville avant ne sont pas transmis nulle part. Et en fait, pour moi, je trouve ça dommage que de ne pas capitaliser sur ces études qui sont très complètes. Et mon idée, c'est pas de vous basculer 7 ans d'études dans la fresque, mais c'est de vous expliquer qu'en fait, il y a des ressources un peu partout qui peuvent être mobilisées pour différents projets. Et là, en fait, de faire du coup du tiers-lieu peut-être un espace apprenant sur ces questions, parce que la ville aujourd'hui n'est transmise nulle part. C'est une de mes conclusions de thèse, c'est qu'en fait, on n'apprend pas la ville à l'école, on l'apprend pas dans son cadre professionnel, à moins de travailler dans une collectivité locale au secteur aménagement urbain. Et du coup, ça peut être, enfin voilà, ça peut résoudre plein de problématiques dès lors qu'on a un socle de connaissances commun. Donc on est bien sur les communs. Et j'en arrête là. Parce que si on me lance sur le sujet, je peux en faire 1 heure. Je crois que c'est la meilleure conclusion. Mm. Merci en tout cas à tous. Mais merci à vous. C'était très intéressant. Mm. Merci beaucoup. Merci, bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Bonne journée.